Toi, là, présentement, tu m'écoutes, tu te demandes, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pour moi? Avance, inscris-toi, viens t'en faire ton tour à Expo Entrepreneur. On fait comment pour Expo Entrepreneur cette année? Du 100% virtuel, hein. Mais enfin, il va quand même falloir réfléchir à un bel endroit pour enregistrer les conférences. Ah, j'ai une idée. Salut Nima. Ouais, je pense que tu vas aimer ça, regarde. Waouh, c'est super. J'adore. On réserve du 15 au 19 mars. On a reçu un courriel de Benji. Le site internet est prêt. Tu crois pas qu'il manque quelque chose? Oui, t'as raison. On rajoute ça. Entrepreneurs du Québec, entrepreneurs de Montréal, nous avons besoin de vous. Des gens audacieux, des gens créatifs. Modèle, dynamique, fonceuse, déterminée, novatrice, rigoureuse, généreuse, passionnée. On a tous un rôle à jouer. Jouez le vôtre. Inscrivez-vous. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Depuis quelques mois, le volume de transactions en ligne a bondi de façon anormale et plusieurs dirigeantes et dirigeants se demandent comment faire pour en profiter au maximum. Voici les calculs à faire avant d'y aller all-in dans le commerce en ligne. La question que beaucoup d'employeurs posent à leur CPA. Est-ce que j'ai besoin encore d'autant d'espace de bureau? Avant de déchirer votre bail, faites les calculs suivants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Expo Entrepreneur, édition virtuelle 2021. Et pour cette EEMAX consacrée au transfert et reprenariat, quelle est la suite? Je me présente, Charles-André Morel, je suis conseiller en transfert d'entreprise au Centre de transfert d'entreprise du Québec et j'ai le plaisir d'être votre présentateur aujourd'hui. Cette EEMAX va se dérouler en deux parties. Une première partie pendant laquelle on aura le plaisir de s'entretenir avec Dominique Brown de Chocolat Favori. Et après une petite pause, nous aurons le plaisir d'accueillir trois panélistes spécialisés en transfert d'entreprise. Donc sans plus attendre, je vais accueillir Dominique. Bonjour Dominique, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Très content d'être là avec vous aujourd'hui. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous, c'est très gentil de ta part. Donc Dominique, brièvement, je rappelle un petit peu ton parcours. Tu as créé Binox en 2000, en parallèle de tes fonctions justement chez Behavior. Binox qui a été racheté en 2006 parce que elle a connu le succès, elle s'est bien développée. Tu es resté chez Binox pendant encore quelques années suite à ce rachat. Et par la suite, en 2011, tu as fait une première acquisition de la chocolaterie de l'île d'Orléans pour quelques mois plus tard, si je ne dis pas de bêtises, acquérir les chocolats favoris. La boutique de chocolats favoris, je crois, du côté de Sainte-Foy, si je ne dis pas de bêtises. Oh, il y en avait trois à l'époque. Il y en avait trois. Alors, c'était à Lévis, il y en avait une à Lévis, une à Québec et une à Cap-Rouge, toutes dans le secteur de la ville de Québec. D'accord. Et donc, ce qui peut peut-être interpeller, puis je pense qu'on a dû te poser la question une centaine de fois, c'est comment on passe du domaine du jeu vidéo au chocolat, justement? Oui, alors moi, je suis passé du domaine du jeu vidéo, de la technologie au domaine du chocolat, un peu comme on tombe d'une chaise, là, par surprise. J'ai été pris par surprise, disons. Alors, au début, moi, quand j'ai fait les acquisitions d'abord de la chocolaterie de l'île d'Orléans, ensuite de Chocolat Favori, c'était des investissements. C'était des entreprises qui étaient relativement petites et je me suis dit, j'avais toujours été très attiré par le commerce de détail. Puis je me suis dit, il y a probablement un beau petit projet à faire avec ça, mais c'était plus comme un projet satellite à mon implication en technologie. Et en 2012, quand je suis arrivé au bout de mon contrat avec Activision, la maison mère qui avait fait l'acquisition de Binox, là, à ce moment-là, moi, j'avais fait le tour du jardin, comme on dit. Alors, j'ai décidé de quitter. J'avais déjà annoncé mes couleurs depuis déjà un an à ma maison mère. Et quand j'ai quitté, je me suis retrouvé avec une clause de non-compétition. Alors, je ne pouvais pas retourner dans le domaine du jeu vidéo pendant une durée d'un an. Alors, c'est là que, j'ai décidé de prendre des vacances. J'ai fait 2-3 petits projets, mais rapidement, je me suis ennuyé pour mourir. Alors, j'ai regardé, je dis, j'ai acheté Chocolat Favori. Je pense que c'est une entreprise qui a beaucoup de potentiel. Alors, on va se donner comme défi de prendre cette entreprise-là puis de l'amener ailleurs. On va se donner un an pour voir si on ne peut pas réinventer le domaine du chocolat puis essayer quelque chose de nouveau.
Tu avais d'ailleurs justement l'ambition, quand tu as repris Chocolat Favori, de devenir une référence dans le domaine. Est-ce que tu penses aujourd'hui être parvenu? Ben, tranquillement, je pense qu'on devient de peu à peu, on devient de plus en plus une référence dans le domaine. Tu sais, Chocolat Favori, comme je le disais au début, c'était 3 chocolateries, à peu près 70 employés si on compte tout le monde. Et là, aujourd'hui, Chocolat Favori, c'est à peu près 1500 employés. C'est 52 chocolateries dans 3 provinces canadiennes, en plus d'avoir des produits en épicerie, d'avoir du commerce électronique, de toutes sortes d'autres façons là, d'autres présences dans différents canaux. Donc, ça a pris énormément d'expansion. Puis ça, je pense que c'est... en tout cas, quand on regarde au Québec, je pense qu'on est probablement, en toute humilité, je pense qu'on est la chocolaterie la plus importante au Québec. Nos fournisseurs de chocolat nous disent qu'on est la chocolaterie en volume de chocolat la plus importante au Canada. Mais bon, ça, il faut croire nos fournisseurs pour ça. Alors, je pense tranquillement, on se fait une place là, dans notre marché. Et quand tu as justement tes premières négociations, tes premières discussions avec Chocolat Favori, quelle était la situation de l'entreprise à ce moment-là? Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir en faire l'acquisition en fonction de la situation que tu avais constatée? Oui, ben moi, j'avais fait l'acquisition déjà de la chocolaterie de l'Île d'Orléans. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était un concept qui pouvait aller plus loin. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen d'accélérer cette croissance-là? Est-ce qu'il y a des potentiels cibles, des cibles d'acquisition potentielles? Et c'est là que, bien évidemment, habitant à Québec, je connaissais, comme tout le monde, Chocolat Favori, qui était déjà très connu là, dans la région. Alors, il venait juste d'ouvrir la chocolaterie de Cap-Rouge à ce moment-là. Alors, mon premier réflexe a été de me dire, bien, c'est sûr qu'ils ne sont pas à vendre. Mais en même temps, la chocolaterie de l'Île d'Orléans n'était pas à vendre non plus. Il n'y avait pas une pancarte à vendre. Là. Ça ne marche pas. Dans le milieu des achats-ventes d'entreprise, ça ne marche pas comme quand tu achètes une maison. Il n'y a pas une pancarte en avant de l'entreprise. En tout cas, ou quand il y en a une, c'est pas un bon signe. Alors finalement, je suis allé cogner à la porte de Chocolat Favori et il était dans un contexte, en fait, où la présidente de l'époque était arrivée à un certain âge, avait le goût de passer à autre chose. Il n'y avait pas nécessairement de relève à l'interne. Alors, je suis arrivé sans le savoir au bon moment. Et c'est là que les discussions ont commencé. D'accord. Alors justement, le transfert d'entreprise amène aussi son lot de surprises. Est-ce qu'il y avait un seul actionnaire? Est-ce qu'il y en avait plusieurs? Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer tout au départ quand tu as commencé à faire cette acquisition? Et puis, comment y as-tu fait face aussi à ces difficultés? Oui, ça a été quelque chose. Hein. Ça a été effectivement, tu le dis, Chocolat Favori, c'était 50 actionnaires. Alors, quand je suis arrivé, 50 actionnaires, je pense même que c'est la limite légale, là, je ne suis pas certain, mais c'était vraiment un contexte qui était particulier parce que tout le monde, de la présidente jusqu'au livreur, en passant par le commis de boutique, tout le monde était actionnaire de différentes proportions de cette entreprise-là. Donc, c'était rempli de chefs. Il n'y avait pas beaucoup d'Indiens dans cette entreprise-là. Puis, avec le temps, évidemment, ça avait créé certaines frictions dans l'entreprise. Mais tu sais, ça l'a créé t'arrives, quand tu reprends une entreprise, contrairement à fonder une entreprise, c'est que tu arrives dans la culture de quelqu'un d'autre. C'est comme tu arrives dans la maison de quelqu'un d'autre. Alors, toi, quand tu fondes une entreprise, l'entreprise est à ton image jour 1. Et après ça, tu vas t'entourer de gens que tu as sélectionnés. Et tranquillement, tu vas bâtir une entreprise à ton image. Quand tu arrives dans une autre entreprise, tu arrives complètement chez quelqu'un d'autre, essentiellement. Alors, ça m'a créé évidemment des challenges importants au début, notamment juste ma philosophie, ma façon de faire des affaires. Moi, je suis quelqu'un qui est motivé par l'innovation, qui a besoin de croissance, puis j'arrive avec une certaine, comment je pourrais dire, un certain besoin de vitesse d'exécution. Je suis quelqu'un qu'il faut que ça roule, tu sais. Puis moi, j'arrive du domaine du jeu vidéo où c'était un train en marche, puis il fallait que ça aille vite, puis il fallait que tu t'adaptes, il fallait que tu innoves. Et là, j'ai eu, disons, le train en question a frappé un bon mur. Alors, je suis arrivé dans une compagnie que ça faisait déjà, mon Dieu, à ce moment-là, presque une trentaine d'années qui existait. Ça a été fondé en 1979 comme entreprise. Alors, c'était une entreprise qui était habituée à un certain rythme et qui faisait les choses relativement lentement. Je ne veux pas les dénigrer, c'est super beau ce qu'ils ont fait, mais par rapport à ma façon de faire les choses, disons qu'il y a eu un gros clash.
Et ça a été justement par la suite pour insuffler un petit peu ta patte à l'entreprise et peut-être une certaine culture. Est-ce que ça s'est fait progressivement? Est-ce que rapidement tu as réussi à changer un petit peu de cap et d'instaurer cette nouvelle culture, ou tu es encore justement dans cette mouvance et tu essaies de faire avancer encore les choses aujourd'hui? Ou ça s'est fait rapidement justement? Ça s'est pas fait rapidement. En tout cas, pas dans mon livre à moi, c'est pas ma définition de rapidement. Là, changer la culture d'une entreprise, à ce jour, c'est la seule chose que j'ai jamais été capable d'accélérer. J'ai eu à faire face à différents moments, autant chez Binox que chez Chocolat Favori, où à un moment donné, tu pars avec une certaine façon d'opérer, puis en cours de route, l'évolution d'entreprise fait que tu as besoin des fois de modifier la culture de l'entreprise. C'est quelque chose qui, ultimement, demande de modifier le comportement des gens, de leur faire comprendre que maintenant, tes attentes, c'est telle chose. Une culture d'entreprise, c'est la définition de ce qui est bien et ce qui est mal, d'une certaine façon, ce qui est attendu de toi, puis ça peut être très différent d'une entreprise à l'autre. Alors moi, quand je suis arrivé, j'ai essayé en chef d'entreprise, je me suis dit, je vais communiquer. Je vais communiquer ma vision. Je vais communiquer pourquoi il faut faire ces choses-là, pourquoi c'est impératif de le faire maintenant. Et là, évidemment, j'ai frappé beaucoup de résistance au changement. La principale résistance à l'innovation, ou au changement, c'est l'éternel argument que on a toujours fait ça de telle façon que ça fonctionnait bien. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi faudrait tout d'un coup changer notre façon de faire? Alors, malgré mes communications répétées, moi, avec les années, je suis un programmeur à la base, puis j'ai tendance à classer les gens, à être très binaire dans ma façon de voir les gens. Puis je vais classer des gens soit comme opérateurs ou comme bâtisseurs. Il y a des gens, là, eux autres, là, le statu quo, là, c'est la pire chose, puis ils veulent du changement. À tous les jours, ils en mangent, ils veulent développer. C'est des bâtisseurs, c'est des développeurs. T'en as d'autres que eux, au contraire, c'est des champions de l'amélioration continue. Ils veulent toujours faire la même affaire, mais le faire mieux. Ils sont confortables dans leurs pantoufles et tout. Et ben moi, je suis arrivé dans une compagnie, il y avait beaucoup d'opérateurs, peu de développeurs. Puis moi, je suis un développeur dans l'âme, et c'est ce que je cherchais comme profil pour ce qui s'en venait dans l'entreprise. Alors, il y a eu un clash de culture. J'ai pas eu le choix. Maintenant, il y a des gens qui sont partis naturellement, qui se retrouvaient moins dans cette entreprise-là. Je suis allé chercher du sang neuf qui avait ce profil-là. Puis là, on est parti à la guerre. Est-ce que justement, il y a une période de cohabitation avec les anciens? Alors, il y a 50 actionnaires, mais je suppose qu'il y en a qui étaient plus importants que d'autres. Est-ce qu'il y a une période de cohabitation avec les anciens propriétaires? Il y a certains tout le monde était propriétaire, mais disons, la présidente au départ, elle a quitté immédiatement. Il y a eu un transfert d'entreprise. Certaines personnes qui sont restées, oui, qui ont quitté plus tard, quelques années plus tard, mais ça a été tellement difficile parce que quand tu arrives, il y avait du monde là-dedans là, qui avait pratiquement 30 ans d'expérience dans l'entreprise. Okay? Alors ça, c'est du monde qui est rendu à un certain point. L'expérience, c'est une forme d'ennemi à l'innovation parce que ça te donne l'impression que tu as tout vu, que tu as tout su, puis que tu sais que quand tu fais ça, ça ne va marcher ou ça ne marchera pas. Mais la réalité, c'est que ton expérience est basée sur une réalité il y a 20 ans. Peut-être que la réalité est différente aujourd'hui, là, fait que ton feeling de ce que tu as fait qui n'a pas marché il y a 20 ans pourrait très bien fonctionner aujourd'hui. Mais tu sais, des choses, écoute, je pourrais vous lister, là, de faire tu sais, la fondue au chocolat. La fondue au chocolat, là, en conserve, là, on a révolutionné l'univers de la fondue. Moi, au début, là, les vieux de la vieille de chez Chocolat Favori m'ont prédit que j'envoyais la compagnie dans le mur avec la fondue, que ça ne fonctionnerait jamais. Alors, tu sais, c'est juste un exemple parmi tant d'autres de choses que si je m'étais fié 100% à l'expérience des gens en place et que je n'avais pas fait confiance à une certaine forme de naïveté que j'avais, je n'ai pas tout réussi. Mais il y a certaines choses qu'on a essayées et qui ont fait qui on est aujourd'hui. Excellent. C'est super intéressant. Puis, justement, pour les personnes qui nous regardent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent. Tu as créé une entreprise avec le succès qu'on connaît. Tu as repris et développé une entreprise également avec succès. Et
Est-ce que tu en as déjà parlé un petit peu justement, mais est-ce que tu vois une différence ou des différences fondamentales entre créer une entreprise et reprendre une entreprise? Tu as parlé de la culture et puis de l'entreprise à son image, mais est-ce que tu vois d'autres différences qui te semblent fondamentales aujourd'hui sur lesquelles des personnes qui pourraient peut-être reprendre une entreprise doivent porter leur attention? Ben, en fait, oui, effectivement, la culture, ça, c'est une différence fondamentale. Puis l'autre différence, c'est que tu embarques dans un train qui marche. Alors, qui est déjà en route. Alors, littéralement, ta première journée de travail, tu vas être entouré de gens, et tu vas avoir l'impression d'être arrivé dans une forme de ruche où tout le monde a l'air de savoir quoi faire, sauf toi. Alors, ça, c'est sûr que c'est un contexte qui est particulier, et il faut que tu trouves des points de repère dans l'entreprise. Pour moi, mon premier point de repère dans n'importe quelle entreprise, c'est toujours les finances. Toujours les finances. C'est ça la première chose que je vais chercher à faire parce que si je ne comprends pas les finances de mon entreprise, peu importe le type de l'entreprise, je ne comprends pas l'entreprise. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Alors, c'est la première chose à laquelle je me suis attaqué dans la compagnie. Alors, c'était une entreprise qui roulait un peu comme des petites entreprises de commerce de détail. Là, il y avait... ce qu'il faut dire, par exemple, Chocolat Favori, puis c'est peut-être pas clair pour tout le monde, c'est que Chocolat Favori, à l'époque, produisait le chocolat. Il y a une dimension manufacturière importante. Puis encore aujourd'hui, on a un secteur manufacturier, on a 42 000 pieds carrés qui font que la production de chocolat. Donc, on a quand même une certaine complexité d'entreprise. Et quand je suis arrivé, en fait, il y avait très peu de KPI, comme on dit ça en français, des indices je n'ai jamais utilisé mon français de ça. Par exemple, la productivité, il n'y avait pas d'outils de mesure. Bon, il n'y avait pas d'outils de mesure sur la performance de l'entreprise. Il n'y avait pas une philosophie où on regardait les ventes de façon journalière. Puis la comptabilité n'était pas au niveau que je la souhaitais, disons. Alors, parce que moi, chez Binox, avant, c'était une entreprise qui était dans le giron d'une compagnie publique. Alors moi, j'ai été dressé toute ma jeunesse, dans ma vingtaine, sur l'importance de faire des budgets, des prévisions financières, de réviser au trimestre. Ça a été ma vie pendant 7 ans. Alors, c'est un peu la culture que j'ai essayé de mettre en place au départ. Puis à partir de ce moment-là, quand tu maîtrises bien les finances de ton entreprise, c'est vrai pour une entreprise que tu as fondée aussi, c'est fondamental. Là, après ça, tu peux dire, je comprends la base de mes systèmes. Et là, c'est d'exécuter la vision puis de faire un plan de match de croissance. Justement, c'était une des questions parce que quand on avait préparé cette entrevue, tu as mis l'emphase justement sur la nécessité d'être discipliné sur les aspects comptables et financiers, chose que tu viens de très bien expliquer. On voit que ça t'a aidé dans ton parcours entrepreneurial. Est-ce qu'il y a d'autres compétences qui te paraissent essentielles quand on est entrepreneur et quand on reprend également une entreprise? Oui, c'est sûr que les finances, c'est essentiel. Là. C'est le nerf de la guerre. Je ne cesse de voir des entrepreneurs qui, selon moi, ne sont pas du tout au niveau qu'ils devraient, là, ou qui n'ont pas l'intérêt qu'ils devraient avoir par rapport à leurs propres finances. Là. Mais sinon, un autre élément que je pourrais dire, surtout quand tu reprends une entreprise, c'est de savoir bien s'entourer. Moi, de toute façon, je pense que c'est le secret du succès de n'importe quelle entreprise. Il n'y a pas un entrepreneur qui est bon dans tout. Là. Puis moi, j'aime souvent dire que je suis bon dans rien. Je suis le meilleur dans rien, mais je travaille avec les meilleurs dans tout. Là. Alors, ça a été un peu ça. Quand je suis arrivé dans le domaine du chocolat, je le dis en toute humilité, là, c'est choquant à quel point je n'y connaissais rien. Là. Puis, encore aujourd'hui, je serais dépassé facilement si quelqu'un me posait des questions techniques sur le chocolat. Mais j'ai quelqu'un à l'interne qui connaît ça parfaitement, par exemple. C'est quelqu'un à qui je me réfère. C'est la même chose dans toutes les disciplines. Alors, dans le cas d'une reprise d'entreprise, je pense que le piège dans lequel il ne faut pas que les gens tombent, c'est de penser que tout va reposer sur leurs épaules, puis qu'ils doivent être bons dans tout, puis tout connaître. Je pense que les finances, c'est important que tu maîtrises tes finances. C'est sûr qu'il faut que tu maîtrises tes finances. Par contre, pour tout le reste, tu peux toujours trouver des gens qui vont t'entourer. Moi,
Aujourd'hui, je parlais de la fabrique Chocolat Favori. C'est 42 000 pieds carrés. Vous verriez ça, là, les équipements, les choses. On a même des équipements là-dedans qui existent seulement chez Chocolat Favori, qu'on a designé au complet, qu'on a fait bâtir custom pour nous autres. Hey, demandez-moi de vous expliquer c'est quoi ces équipements-là, j'en ai aucune idée. Mais on est allé chercher des gens, des ingénieurs qui ont fait tout le design de notre production et tout. Donc, peu importe l'entreprise, je ne peux pas vous imaginer à quel point j'étais pas prêt en termes de connaissances pour reprendre une compagnie manufacturière, un détaillant dans le domaine du chocolat. Okay? Je n'avais aucune aptitude à reprendre ça, mais je suis allé m'entourer de gens qui m'ont aidé à le faire. Et alors justement, avec l'ambition que tu as eue au moment où tu as repris Chocolat Favori, où tu voulais devenir une référence dans le domaine, est-ce que tu t'es senti appuyé par notamment les acteurs financiers pour arriver à tes ambitions? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as fait face à certaines réticences pour aller chercher les financements nécessaires pour arriver où tu en es arrivé aujourd'hui? Est-ce que c'était un parcours du combattant ou au contraire, tu as eu le tapis rouge qui s'est déroulé parce qu'on avait confiance dans ton profil entrepreneur et dans ta capacité à développer Chocolat Favori? Je dirais que, en fait, on voulait plus que devenir une référence. On voulait conquérir le monde, puis c'est encore notre objectif aujourd'hui. Alors, écoute, quand je suis allé chercher du financement, ça n'a pas été le parcours du combattant, puis ça n'a pas été le tapis rouge non plus. Ça a été quelque part entre les deux. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'avais très, très peu d'expérience dans le domaine du financement. Alors, moi, Binox, au départ, j'ai eu beaucoup de misère à financer ça. J'étais très jeune. La situation dans la techno était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça a été difficile pour moi, de lever le financement initial. Alors, ça a fait que rapidement, j'ai remboursé mes dettes et je me suis autofinancé tout le reste de ma croissance chez Binox. Alors, quand je suis arrivé chez Chocolat Favori, j'avais pas de relation avec des banquiers, j'avais pas les relations dans le domaine financier que j'ai aujourd'hui. Mais écoute, j'ai monté un plan d'affaires, j'ai monté une vision, puis là, je suis allé voir des financiers et tout, puis finalement, ça a été plus difficile que je pensais, honnêtement, parce que les gens, après ma barre, disent « C'est bien beau, tu as réussi dans Binox, mais là, c'est complètement autre chose. » Mais bon, on a fini par s'entendre, faire l'acquisition. Puis après, je me suis refinancé quelques fois, réaligner la dette, puis là, maintenant, on est bien parti, puis on est des solides partenaires. Et alors justement, est-ce que l'avenir s'annonce bien? Est-ce qu'il y a des projets qui s'annoncent pour Chocolat Favori? En tout cas, des choses que tu pourrais peut-être nous dire. Ben oui, là, écoute, l'avenir s'annonce très bien. Je suis très positif pour la suite. Malgré la crise, la pandémie qu'on a frappée, je pense que ça nous a forcé à nous réinventer d'une façon exceptionnelle, que je pense qu'on n'aurait jamais été capable d'accomplir ça si on n'avait pas eu une bonne crise pour nous fouetter dans le bon sens et de s'adapter. Donc maintenant, au sortir de la crise, dans laquelle j'espère qu'on va sortir bientôt, évidemment, là, mais on est très positif, on est équipé comme jamais. Je pense que la clé dans le futur, ça va être de construire ton entreprise autour de la façon que les gens vivent et non pas autour des produits qu'ils vont acheter. Puis je pense que ça a été la clé, disons, le thème principal de notre dernière année, ça a été que plutôt que de jouer défensif, on s'est vraiment demandé où est-ce que le consommateur s'en allait, comment est-ce qu'on peut s'adapter à ces nouvelles façons de consommer. Puis c'est là qu'on est arrivé avec toutes sortes de nouveaux canaux de vente, comme la livraison. Peux-tu croire qu'on peut acheter en ce moment, se faire livrer des cornets de crème glacée trempés? Si on m'avait dit ça il y a un an, qu'on allait en vendre autant qu'on en vend actuellement, là, je ne l'aurais jamais cru. Alors, ça s'est ajouté à toutes sortes d'autres développements qu'on a fait. Alors, je pense qu'on est fin prêt pour l'avenir. Alors, c'est sûr que nous, on va recommencer à ouvrir des chocolats favoris. On va recommencer à prendre de la croissance à l'extérieur de la province également. Puis, tranquillement, conquérir le monde. Tranquillement, comme on dit, effectivement. On a reçu quelques questions aussi par rapport à cette entrevue. Tu as parlé justement, pour garder une analogie culinaire, de certaines recettes pour le succès, mais tout du moins, les ingrédients aussi que tu as mis. Donc, tu parles de bien s'entourer, tu parles de maîtriser ses finances, et c'est une question qui nous a été posée. Est-ce que tu as d'autres ingrédients à nous proposer pour réussir? Parce que je pense que c'est inspirant pour beaucoup d'entrepreneurs. Je pense que évidemment, oui, la maîtrise de ses finances, le fait de bien s'entourer, ça, c'est une autre clé de succès.
mais je pense qu'il faut avoir aussi une vision claire. Il faut savoir où on s'en va. Parce que ton équipe, pour la mobiliser, pour l'amener avec toi au jour le jour, il faut qu'en tant que capitaine, tu puisses lui dire que tu t'en vas par là. Alors, c'est ça la vision. La vision, c'est un vecteur, c'est une direction, c'est d'amener ton entreprise avec toi. T'sais. C'est surtout dans des moments comme la crise qu'on a vécue cette année, c'est là que la vision prend encore plus de sens parce que tout le monde dans ton équipe est amené à voir tout dans le très, très court terme, à être dans la réaction, dans le défensif. Toi, en tant que capitaine du navire, tu dois amener tes gens à voir un peu plus loin puis à leur donner confiance que tu sais où tu t'en vas dans l'avenir. Fait que la vision serait peut-être la petite clé du succès qui manque. Merci. Et puis, j'ai encore une question où une personne demande, quand tu es arrivé, donc tu as expliqué tout à l'heure que tu voyais les personnes, tu es assez binaire, opérateur ou je sais plus le terme. Ouais. Exactement, bâtisseur. Est-ce que quand tu es arrivé, il y a des personnes qui étaient en poste à Chocolat Favori qui sont toujours avec toi aujourd'hui, qui t'accompagnent parce que tu parlais du fait de choisir les personnes qui allaient t'entourer. Quand on reprend une entreprise, on ne choisit pas nécessairement les personnes qui sont déjà dans l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui étaient là au jour 1 et qui sont toujours avec toi aujourd'hui et qui t'accompagnent dans cette aventure? Oui. Il y a des gens, il y a quelques personnes. Il y y en a une, mais qui était dans l'entreprise avant que je l'accueille. Il y en a quelques-unes qui sont en production. Donc, il n'y a personne de l'équipe de direction ou d'administration, en tout cas, pas que je me souvienne. Là. Il y en a qui sont restés pendant 5-6 ans avec nous, là, mais en date d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il en reste beaucoup. Non. Et puis une dernière question, si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même chose? Ça, c'est le fun, parce que c'est le genre de question qui est purement théorique. Hein. Tu n'auras jamais été mis devant le choix. Alors, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai été entraîné dans cette aventure-là parce qu'évidemment, au début, je m'étais imaginé faire ça seulement pour 1 an, puis retourner en technologie, puis j'ai l'impression de m'être fait emporter par le courant. Alors, quand tu te fais emporter par le courant dans le milieu d'un rapide, tu ne prends pas vraiment le temps de te demander si tu as le choix de faire d'autres choses. Alors, ça a été toute une aventure, puis je pense qu'on a encore énormément de potentiel devant nous. Puis, je pense que je le referais à cause de tout ce que j'ai appris. Parce qu'en jeu vidéo, là, à la fin de mon parcours, honnêtement, là, j'étais vraiment rendu au bout. Le jeu vidéo, là, au niveau où j'étais, c'était de la gestion de projet davantage. Tandis que là, Chocolat Favori, c'est tellement une entreprise multifacette. On est un franchiseur, un détaillant, un manufacturier, un distributeur. J'apprends à tous les jours tellement. Je deviens vraiment, je pense, un meilleur entrepreneur à cause de ça. Alors oui, je pense que je le referai. Très inspirant. Dominique, un grand merci pour ta disponibilité et pour tous ces éclaircissements. Je pense que c'est inspirant pour les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui. Merci beaucoup. On souhaite une belle continuation pour la suite et puis on espère aussi te revoir et que tu rencontres le succès que tu mérites et que tu cherches à atteindre. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce Max consacré au transfert et reprenariat. À tout de suite après une petite pause. Historiquement, ma méthode de cibler un utilisateur sur le web, qui est un mal nécessaire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un témoin numérique, un cookie en anglais. Contextful, c'est une entreprise qui s'attaque à la mesure des senseurs qui sont présents dans le téléphone. Nous, on a décidé de choisir de devenir les meilleurs au monde à mesurer des senseurs qui génèrent de la donnée non privée. Fait que pas de caméra, pas de micro, pas de GPS, rien pour le GAFA. C'est vraiment notre objectif de développer des nouvelles signatures de contexte humain, mais sans être obligé d'envahir la vie privée des gens. Contextful nous permet justement de nous positionner dans le marché avec des capacités incrémentales québécoises. Dans les téléphones mobiles, on ne sait jamais s'il y a bel et bien un humain qui est engagé avec son appareil. Puis on a développé un signal qui s'appelle la réceptivité, qui nous permet de savoir au moment d'une impression publicitaire s'il y a bel et bien un humain qui tient un appareil, qui le regarde, puis qui est dans un environnement idéal pour être réceptif à cette publicité-là. Quand on les a rencontrés initialement, on s'est dit il y a 2 options qui s'offrent à nous.
de manière assez simple. C'est soit on est tout simplement un partenaire avec eux via une preuve de concept qu'on met en place, ou on fait ça également avec un investissement, ou est-ce qu'on a également un levier financier dans la dynamique qui fait en sorte qu'on a aussi un gain à s'assurer que Contextful réussisse. Parce qu'au tout début, quand on a initié cette relation-là, leurs produits n'étaient pas encore éprouvés dans le marché. Et ce qu'on a été en mesure de faire, c'est de les aider à tester, à éprouver leurs produits et justement, par la suite, les épauler pour aller rencontrer d'autres éditeurs comme nous en Amérique du Nord. Dès le départ, la relation qu'on a eue avec Québecor, c'était que oui, ils voulaient être un client, oui, ils voulaient avoir une certaine exclusivité de lancement, mais ils ne voulaient jamais ralentir le développement de la solution. Et les conversations qu'on a eues avec Jean Pellado, entre autres, étaient vraiment positives dans le sens qu'il ne voulait vraiment pas être un frein à notre croissance. Pour nous, c'était vraiment essentiel d'avoir du financement 100% québécois. On est très québéking dans notre mentalité. On s'est rapidement rendu compte que si on voulait développer une technologie similaire, bien, cette expertise-là, nous ne l'avions pas. Et pour arriver à l'obtenir, on aurait dû mettre en place des travaux importants. On aurait pris beaucoup plus de temps à le faire. Eux ont plus d'agilité, ils ont l'expertise. Nous, on a la taille et les différents sites web qui permettent justement à cette technologie-là de s'épanouir. Dans les derniers mois, Québecor s'est doté d'une directrice de l'investissement. L'arrivée de Pellera, pour nous, a fait un grand changement. Ça a permis de vraiment maximiser l'architecture de Québecor puis de pousser vraiment le commercial à fond. Et de l'autre côté, ça a permis de développer des projets d'R&D plus pointus, plus précis. Bien, je pense qu'on crée une espèce de boucle où on peut venir maximiser, disons, notre investissement à travers justement le développement de produits commerciaux qui vont les aider justement à croître et qui vont nous aider, nous, à l'interne, en même temps aussi à accélérer l'innovation. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est l'espèce de dynamique qui se développe. On sent qu'on a vraiment de l'entraide des deux côtés. Ça, je pense que ça permet d'aller plus loin, plus vite au sens large. Puis je pense pas que ça aurait été possible de faire ça si on n'avait pas eu exclusivement notre financement à l'intérieur des VC québécois. Donc. De retour à cette EEMAX virtuelle consacrée au transfert et reprenariat. Donc, quelle est la suite? On a le plaisir de s'entretenir désormais avec nos 3 panélistes spécialisés en transfert d'entreprise que je vais vous présenter tout de suite. On va commencer justement par Jessica Grenier. Bonjour Jessica. Jessica est spécialiste en reprenariat familial, issue de la 3e génération d'une famille en affaires, co-autrice du livre Génération Repreneur et cofondatrice, en tout cas fondatrice de l'agence Auria, axée sur la pérennité des entreprises. Bonjour Jessica. Bonjour Charles. Merci, bonjour. On reçoit également Richard Quinn. Richard Quinn qui est directeur principal en transfert d'entreprise chez Desjardins depuis plus de 10 ans désormais. Bonjour Richard. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Merci d'être avec nous. Et Vincent Lecorne, que je connais particulièrement bien, président directeur général du Centre de transfert d'entreprise du Québec et co-auteur avec Jessica notamment du livre Génération Repreneur. Merci à tous les 3 d'être avec nous aujourd'hui pour ce panel consacré au reprenariat. Ma première question ira directement à Vincent. Vincent, justement, en tant que PDG du CETEC, est-ce que tu pourrais nous brosser un portrait global de la situation reprenariale au Québec et notamment de ses enjeux aujourd'hui ? Oui, bonjour Charles, bonjour à tous. Alors écoutez, effectivement, on pourrait dire, je pourrais lancer pour marquer les choses tout de suite qu'on s'en va vers une décennie du reprenariat. On vient de vivre l'équivalent d'une double décennie d'entrepreneuriat. Je pense que Jessica, qui a une longue fiche de route en entrepreneuriat pour en témoigner encore mieux que moi. Mais effectivement, l'entrepreneuriat au Québec a été très foisonnant dans les dernières années. Mais ce qu'on a oublié dans l'analyse, c'est que le reprenariat avait une place relativement importante. Et là, on se dirige vers quelque chose d'un petit peu plus décisif pour des raisons assez simples. C'est la démographie qui va parler, la démographie québécoise, où on voit la moyenne d'âge au Québec des chefs d'entreprise principalement, ce qui est notre sujet, donc qui vieillissent fortement, une moyenne d'âge de 50 ans, mais un chef d'entreprise sur 20 donc, serait aujourd'hui âgé de plus de 60 ans. Alors, c'est sûr qu'il y a un risque de dissolution des PME québécoises et on se doit d'être vigilant. Donc, nous, on le voit au CETEC, on le voit au Centre de transfert d'entreprise, on est sollicité régulièrement, jour après jour, par des propriétaires dirigeants qui ont besoin d'aide dans la démarche et qui s'y prennent un petit peu tardivement.
malheureusement, où ils s'y sont pris de bonheur, puis ça n'a pas marché, parce qu'évidemment, il y a plein d'histoires autour d'une démarche de transfert d'entreprise. Ce n'est pas simple, mais pour les jeunes gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités qui vont s'offrir. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous parle d'une décennie reprenariale qui est à venir. Mais un petit peu comme on l'a vu avec le témoignage de Dominique, une fois qu'on a les chiffres, une fois que je peux vous en donner plein, là, on parlait de 7500 entrepreneurs qui pensaient transférer en 2017, donc mettons un petit peu moins de 10 000. Puis aujourd'hui, avec la pandémie, un dernier sondage en automne parlait de 15 000 et peut-être même plus de propriétaires dirigeants qui souhaitaient transférer. Donc ça aurait doublé, là, sinon plus. Puis ça date de l'automne. Alors on est rendu au mois de mars, on est rendu où? Et surtout, ça veut dire quoi? Ils ont l'intention de transférer. Est-ce qu'ils veulent liquider leur entreprise? On ne sait pas trop. Ce qu'on voit au CETEC, visiblement, avec l'ensemble de l'équipe, c'est qu'il y a une accélération là, en ce moment, là, depuis quelques semaines. Puis j'imagine que Richard pourra en témoigner du côté de chez Desjardins. Ça bouge énormément. Alors, est-ce que c'est cette vague démographique qui nous rattrape? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des secteurs où on en entend tous parler. Là, on a vu hier les réactions suite à la déclaration du Premier ministre. Le secteur culturel respire, ils vont pouvoir ouvrir leurs salles de spectacle, mais tout n'est pas réglé pour autant. Là. Le coût qui a été pris dans la dernière année, le coût financier est énorme. Alors certains vont prendre des décisions éclairées, pas trop pressées, puis d'autres, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils passent à autre chose, puis ils vont essayer de récupérer des montants d'argent. Alors c'est des opportunités d'affaires pour des repreneurs, et ça va discuter, ça va négocier fort. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'on ne voit pas trop une liquidation, évidemment, d'entreprises au sens de mettre la clé sous la porte. Donc, des secteurs sont touchés, le commerce de détail en grande partie, le monde de la restauration, comme vous le savez, tout le domaine de l'hébergement, du tourisme est touché, mais il y a d'autres secteurs qui sont touchés aussi. Puis, en même temps, il ne faut pas simplifier non plus l'analyse en disant que la crise qu'on vient de vivre est seulement sectorielle. Je pense qu'il faut voir qu'il y a de l'espoir. Surtout, je pense qu'on le voit avec le témoignage de l'histoire de Dominique, qui est un entrepreneur évidemment exceptionnel, un parcours incroyable, mais toute son humilité, on l'entend. Ce n'est pas un spécialiste du chocolat. Il a bâti une entreprise avec plus de 1000 personnes. Donc, c'est toute une prouesse. Donc, il y a de l'espoir. Je pense que toutes ces opportunités, non pas de chocolaterie, parce qu'on va le laisser être le numéro 1 au monde, parce que je pense qu'il le mérite, il travaille fort avec ça, avec son équipe, mais il y a plein d'entreprises à reprendre dans le commerce de détail, dans l'hébergement et dans d'autres secteurs traditionnels comme le manufacturier. Il y a une réinvention de l'économie qui est en train de se dérouler, et c'est là où il faut garder l'espoir. Oui, il y a un vieillissement de la population. Oui, il y a un enjeu majeur. Si on compare avec le Japon a eu un impact tellement fort avec sa population vieillissante qu'il y a eu un ralentissement extrêmement important. Et si on s'y fie, ça leur a pris près de 15 ans avant de s'en remettre. Donc, et si on applique les chiffres qu'ils ont connus il y a quelques années à ce qu'on est en train de vivre, qui ressemble énormément à la situation japonaise, on parle de 50 000 entreprises là, qui pourraient disparaître. Là. Donc, et parce qu'il n'y a pas assez de repreneurs, parce qu'on ne s'est pas intéressé au reprenariat. Alors, le CETEC est là, l'ensemble des acteurs de l'écosystème sont là, Jessica et Richard sont là pour en témoigner, mais ça doit être une mobilisation générale de l'écosystème économique pour dire il y a des opportunités à la reprise. Il faut s'adresser aux jeunes, comme on le fait aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, à leur dire regardez les opportunités qui s'offrent à vous. Partir en affaires, c'est bien, mais reprendre une entreprise, des fois, ça peut être mieux. Puis l'exemple de Dominique peut être des plus inspirants pour compléter ce que je vous dis. Retenez bien sa présentation. C'est un entrepreneur qui prête à l'inspiration, mais surtout à la performance de chacun d'entre nous. On peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin si on prend les entreprises sous un autre angle. Donc, c'est ça. Justement, voilà mon message. Merci Vincent. Donc reprendre, c'est entreprendre justement. Et justement, tu parles des jeunes. Et je vais me tourner désormais vers Jessica. Aujourd'hui, comment attirer les jeunes vers le reprenariat? Et est-ce qu'il existe au Québec une éducation reprenariale justement? Bien, bonjour tout le monde. En fait, je vais répondre peut-être à la deuxième partie de la question avant. Donc, est-ce qu'il existe une éducation repreneuriale? Je répondrais oui et non. C'est-à-dire qu'il y en existe une implicite ou intuitive depuis des années. Puis d'ailleurs, il y a le portrait en fait qui a été mis public par le CETEC qui dénote qu'il y a actuellement un propriétaire environ sur deux
d'entreprise qui est un entrepreneur de deuxième génération. Donc, nous avons dans le portrait entrepreneurial des entrepreneurs de deuxième génération. Donc, il y a une forme de culture ou une forme d'éducation entrepreneuriale qui est au sein des familles, entre autres, qui est sur les entrepreneurs d'opportunités, comme Dominique Brown l'a bien expliqué un peu. Il est tombé en bas de sa chaise, c'est arrivé par surprise. Donc, évidemment, il y a eu quand même des actions qui ont été faites depuis une bonne dizaine d'années là, qui fait en sorte que c'est devenu possible. Le côté non, c'est davantage sur l'éducation plus formalisée. Donc là, je parle de perfectionnement, de formation, d'académique. On entre tranquillement vers un système éducatif qui parle davantage de reprenariat ou de la possibilité de reprendre. Et on amorce le pas et je pense que ça va vraiment s'accentuer de plus en plus. Et pour dénoter ça, je me rappelle, j'ai fait partie des années de création de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Donc, et là, on se rapporte dans les années, moi, j'étais à la Fondation d'entrepreneurship, en entreprise familiale, puis dans les premières années où on a fait le départ, en fait, de l'école. Et l'école est une école d'entrepreneurs dans laquelle on s'adressait aux fondateurs et aux entrepreneurs de deuxième et troisième génération, mais pas directement. Donc, on mettait un peu tout le monde dans le même panier. Alors, on proposait des programmes de formation qui nécessairement allaient amener des enjeux différents pour les repreneurs qui étaient là dans les programmes, mais c'était moins explicite, en fait, c'était moins clair dans le programme. On l'adressait, mais par la bande. Tandis que parallèlement, il y avait un programme qui était porté, et encore, par le CETEC Succès Relève, qui lui parlait clairement du projet et du processus, avec des modules très précis sur comment on fait pour reprendre. Donc, on a eu d'autres initiatives dans l'écosystème au Québec, évidemment. Mais là, on est vraiment en train de formaliser davantage, même au niveau académique, le comment on fait pour reprendre. Donc, c'est quoi exactement la différence entre un projet de démarrage, les étapes pour le projet de démarrage et les étapes pour le projet de reprise, en fait. Puis même, on va d'un autre côté, d'une autre voie entrepreneuriale qui est l'intrapreneuriat dont on parle de plus en plus. Donc l'éducation formelle se formalise, en fait, donc s'envole de plus en plus, puis c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et c'est de cette façon-là qu'on va attirer les jeunes en reprenariat. Donc, pour répondre à la première partie de la question, Vincent a parlé de mobilisation générale. Moi, je dis toujours qu'il faut répliquer la recette qu'on a faite dans les années 2000 pour mobiliser le Québec vers une culture entrepreneuriale. C'est juste que quand on l'a fait au Québec, on a mis tous nos efforts dans la culture de démarrage. Donc là, il faut comme rajouter le R majuscule, la culture entrepreneuriale, puis vraiment mettre l'accent, en fait, sur le reprenariat comme possibilité d'entreprendre. Mais ça passe par la même recette, c'est-à-dire en parler, montrer des modèles différents, ouvrir le champ des possibles. Là, dans ce cas-là, c'est de rendre le marché plus transparent, les produits financiers, entre autres, donc tous les produits de support pour les jeunes. Et un autre élément aussi qui m'habite, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke avec plusieurs jeunes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et maintenant dans le premier cours en reprenariat que l'université offre. Et les jeunes sont très attirés lorsqu'on leur parle du reprenariat comme un élément de durabilité, de responsabilité sociale, de revalorisation, de recréer, comme si on parlait de recyclage entrepreneurial en fait, au lieu de toujours tout vouloir démarrer de zéro. Il y a quelque chose d'extrêmement noble à vouloir revaloriser sur un existant. Donc ça marche. C'est un discours qui marche vraiment auprès des jeunes. Ah bah c'est super intéressant, je suis entièrement d'accord en plus avec ce que tu dis. Alors on parle des jeunes justement, puis là je vais m'adresser à Richard. On pense, alors à tort ou à raison, justement, je voudrais avoir ton avis là-dessus, que reprendre une entreprise est réservé aux personnes qui disposent de certains moyens financiers. Et alors quand on est jeune, on n'a peut-être pas cette manne financière pour pouvoir accéder à certains financements. Alors avant de parler de comment on analyse un dossier de financement ou même un profil, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une idée reçue ou c'est avéré que reprendre une entreprise, ça prend de l'argent quoi qu'il arrive? Richard? Le marché s'est beaucoup démocratisé au fil des dernières années. C'est pas une question d'avoir de gros moyens financiers. C'est pas ça je dirais le premier élément important pour avoir les qualités entrepreneuriales. Donc,
J'écoutais Dominic Brown tout à l'heure. Il disait exactement là, les éléments avec lesquels je travaille. Donc, d'avoir une vision, une connaissance, une passion aussi, d'attirer les gens autour d'un projet et d'amener les gens à travailler dans le même sens. Quant à ça, tu as les premières qualités qui sont nécessaires pour moi. Là. À ce moment-là, on va trouver une solution si les moyens financiers ne sont pas là. Donc, oui, ça s'est beaucoup démocratisé. Il y a quelques années, c'était pas ça. Là. Ça prenait des grosses mises de fonds. Puis, tu sais, les banquiers de l'époque travaillaient beaucoup sur les garanties, sur la couverture, d'être protégés. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup orienté sur les personnes, le projet, la qualité du projet. On est rendu là, ça a été une accélération, je dirais, au cours des dernières années. Je peux dire que j'ai été peut-être un des contributeurs même, parce que j'y crois beaucoup. Je pense qu'il faut mettre nos efforts dans les personnes. C'est avec ça qu'on va réussir là, à transmettre le nombre d'entreprises qu'on a à transmettre pour les prochaines années. Ben si tu permets, Charles, je peux confirmer parce qu'il est très humble, Richard, mais c'est vrai que des banquiers comme lui qui prennent régulièrement la parole dans différents panels comme aujourd'hui pour effectivement démontrer que les solutions financières, il y en a, et c'est pas ça le problème, c'est les individus, comme on a vu avec Dominique. Ils sont nombreux, là, ils sont quelques-uns, en tout cas, à prendre un peu plus la parole pour ce côté démocratique, parce qu'effectivement, reprendre, c'est aussi entreprendre, donc c'est la fibre entrepreneuriale qui va être regardée en premier, qui doit être regardé en premier. Après, effectivement, on ne reprend pas une entreprise avec $0 non plus. Là. Il faut quand même un minimum, je pense, pour être crédible, parce qu'il faut se commettre personnellement. Ça, c'est la même chose que dans le démarrage d'entreprise. Mais la démocratisation, finalement, ou l'ouverture d'esprit, ça passe par l'accès aux banquiers, l'accès aux solutions financières. Et Richard l'incarne avec plusieurs de ses collègues, chez Desjardins, entre autres. Et ça aide beaucoup. Et quand on parle de reprise d'entreprise dans des régions où effectivement le dépanneur, la petite boutique ou l'entreprise manufacturière qui fait vivre une communauté, un village avec 30, 40 employés, mais c'est peut-être 100, 200 personnes qui sont touchées par ces entreprises-là, ben Desjardins a un souci pour ça. Et c'est vrai que cet ancrage de Desjardins est extrêmement important, mais cette ouverture d'esprit sur les modèles de reprise d'entreprise, Richard l'incarne très bien. Et je dis ça, il ne m'a pas payé pour vous dire ça, je tiens à vous le dire là, mais les gestes sont très concrets au quotidien de la part de son équipe. Alors bravo Richard pour tout ça. Merci. Ce qui est bien, c'est que ça donne une perspective aussi pour les plus jeunes qui pensaient peut-être à une certaine inaccessibilité justement au reprenariat. Entendre ce genre de discours justement d'une personne du domaine financier qui consacre beaucoup d'importance au profil, c'est des motifs d'optimisme aussi pour ces gens-là, donc je trouve ça très intéressant. Et pour aller un petit peu plus loin dans le financement justement d'un dossier de reprise d'entreprise, comment est analysé un dossier? Donc, on comprend qu'il y a le profil qui va jouer un rôle très important. Quand on est dans le domaine financier, les chiffres doivent aussi parler. Donc, comment on analyse un dossier pour que ça puisse justement parler à ceux qui nous écoutent? Oui, effectivement, les chiffres parlent, mais on regarde en fait un dossier de reprenariat, un dossier de transfert, je dirais en 3 blocs. Le premier bloc étant l'entreprise comme telle. Ensuite, le bloc de l'individu, l'acquéreur ou l'équipe d'acquéreurs qu'on voit souvent aujourd'hui. Hein. Et après ça, on va regarder la transaction comme telle, comment elle est modulée, comment elle est négociée finalement. Fait qu'il y a 3 grands blocs là, avec lesquels on travaille. La première chose, donc, on regarde évidemment l'entreprise, donc son histoire, son positionnement actuel, ses perspectives, les éléments qui la distinguent. Moi, je regarde beaucoup cet aspect-là, le positionnement stratégique, le capital humain qui est à l'intérieur de cette entreprise-là. Puis, on essaie de voir, on essaie de se projeter dans le temps. Donc, d'apprendre de son histoire et de voir dans le temps comment cette entreprise-là pourra se comporter. Puis là j'amènerai un point, là, un transfert d'entreprise pour une entreprise, c'est un électrochoc qu'on lui donne. Donc là, les gens vont me dire, ouais, mais pourquoi? Ben parce que, on change l'équipe de direction. C'est un choc très important dans l'histoire d'une entreprise. On change l'actionnaire ou les actionnaires. On endette cette entreprise-là pour pouvoir payer le vendeur qui doit éventuellement quitter. Et on vide l'équité de cette entreprise-là. Donc, on affaiblit son bilan. Donc, ça prend des entreprises vraiment en bonne santé financière.
Donc, les gens vont me dire, pourquoi tu n'acceptes pas de financer ma transaction? Mais parce que le timing de l'entreprise n'est pas là. Il y a du travail à faire dessus. Donc, quand on dit souvent l'embellir, là, je ne veux pas dire embellir la mariée, mais c'est un peu ça. Souvent, il y a du travail à faire sur cette entreprise-là avant de l'amener au transfert. Donc, je dirais dans sa gestion, dans son positionnement. Donc, ça, on va regarder ça. L'autre aspect, après ça, là, on va regarder vraiment l'équipe de direction, c'est les acheteurs, c'est quoi leur profil? C'est quoi leur connaissance du secteur? Moi, j'y crois beaucoup à cette connaissance-là. Et Dominique en a parlé tout à l'heure, là. Il y a eu un électrochoc, lui aussi, quand il est rentré dans un secteur qu'il ne connaissait pas. Dans une PME, c'est tellement, tellement important. Il a parlé aussi de la culture d'entreprise. Est-ce que les gens ont un lien avec cette culture-là? Pour moi, ça a beaucoup, beaucoup d'importance. Du moins, il faut avoir une connaissance du secteur d'activité. Parce que tu n'as pas droit à l'erreur les premiers 24-36 mois. Il faut vraiment que tu poses les bons gestes. Tu n'as pas le temps d'apprendre. Il faut vraiment que tu connaisses le positionnement. Ça fait qu'on va regarder ça. Donc, le profil des individus, leur vision, le plan, je dirais comment ils vont mettre les gens autour de ce projet-là, les rendre ensemble et se projeter dans le temps ensemble. Il faut que ce soit bien clair pour moi. Il ne faut pas que j'aie de doute. Là. Des fois, je le vois souvent, 2-3 entrepreneurs, ils veulent acheter, mais ils n'ont pas une vision exactement commune. Et pour moi, ça peut causer des problèmes là, assez rapidement. Donc, ça, on va regarder ça. Puis après ça, la transaction comme telle. Quel prix c'est payé? Le prix, hein, c'est tellement important. Quand c'est payé cher, c'est difficile à financer. Bien sûr. On va créer une dette longtemps. Ça va affaiblir l'entreprise à long terme parce qu'elle ne pourra pas réinvestir dans ses projets et dans son développement. Donc, le prix payé, c'est le cœur de tout. Puis après ça, les modalités d'équilibre. Trouver un équilibre financier là-dedans pour pouvoir continuer d'investir pour son développement et en même temps servir une dette qui va avoir servi, qui est non productive, hein, qui ne sert pas à faire grandir l'entreprise, mais qui va permettre de payer le vendeur et d'assurer finalement le plan financier du cédant. Donc, 3 grands blocs, l'entreprise, l'équipe et par la suite la transaction comme telle. C'est vraiment comme ça qu'on regarde tout le temps dans cet ordre-là finalement. Et est-ce vrai que les dossiers qui présentent plus de garanties tangibles, c'est plus facile à financer parce que c'est quand il y a des actifs, qu'il y a une bâtisse ou qu'il y ait la machinerie versus des entreprises de services où des fois il y a peut-être moins d'actifs. Est-ce que c'est plus compliqué de financer une entreprise de services généralement quand on veut la racheter? Plus aujourd'hui. Vraiment, là, c'est plus la question. C'est vraiment la perspective de cette entreprise-là, le plan de l'équipe, la vision, les opportunités aussi que le marché offre pour cette entreprise-là. C'est ça qu'on regarde maintenant. Les garanties, ça passe presque le dernier élément maintenant qu'on regarde à l'intérieur de ce type de dossier-là. C'est sûr qu'il y a des garanties, ça nous permet de mettre des dettes beaucoup plus patientes. En fait, ça aide l'entreprise et l'entrepreneur, mais franchement, c'est plus un critère premier, là, loin de là. Merci beaucoup, Richard. Vincent, on parle beaucoup du côté, dans le transfert, du côté transactionnel. Cependant, quelle est la place de l'humain, notamment lorsqu'on fait un maillage entre un cédant, donc quelqu'un qui souhaite vendre son entreprise, et un repreneur, quelqu'un qui veut l'acheter? Est-ce que cette place de l'humain a un rôle prépondérant dans un transfert d'entreprise? Énormément. C'est sûr qu'il faut aussi distinguer le fait que quand on est dans un transfert familial, et Jessica pour en témoigner encore plus que moi, que d'un transfert externe, nous, au CETEC, on voit beaucoup, là, c'est 7 cas sur 10, c'est des transferts externes. Donc, un acquéreur qui est extérieur à l'entreprise. L'aspect humain va avoir tout autant d'importance, mais c'est sûr qu'il ne va pas être géré de la même façon que dans une relève familiale. Mais ça n'en demeure pour moi, et puis Richard vient bien de le dire, là, il va se tourner vers les individus d'abord et avant tout, avant de regarder les données chiffrées, mais c'est sûr que je serais curieux de savoir comment Richard va tempérer aussi, par exemple, dans un transfert externe, si le propriétaire dirigeant reste 2, 3, 4 ans, parce qu'il y a une balance de paiement et surtout un transfert de connaissances qui font que là, on va devoir travailler à long terme avec le propriétaire dirigeant qui cède sa place.
C'est évident que les transferts externes, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une volonté de passer vite à autre chose. On n'avait pas le choix, c'est un transfert externe, on est rendu là, c'est parce que c'est pas le choix premier la plupart du temps pour la plupart des propriétaires dirigeants. Alors là, tout va être question de négociation, mais surtout de communication, la bonne relation. Il faut que, avec Jessica, Louise et Cadieux et Pierre Gratton, on s'est amusé à écrire un livre, comme vous le savez. J'ai un peu de publicité en arrière de moi que vous pouvez le voir, Génération Repreneur. Et c'est le fameux FIT, là, on a appelé ça donc c'est l'expression anglaise est la meilleure. Et effectivement, il faut quand même qu'il y ait un contrat entre les deux individus pour continuer à vouloir aller ensemble. Il y a quelque chose qui marche. Alors, il y a plein d'explications. Je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre, mais effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe entre le propriétaire dirigeant et l'acquéreur. Alors après, ça se passe en 1 an, en 2 ans, la négociation, la transaction. Bon, ça peut varier d'un secteur à l'autre, d'une entreprise à l'autre, mais l'aspect technique va apparaître après. Donc, il faut d'abord ce fameux fit humain pour pouvoir dire, après, on peut enchaîner les lettres d'intention, les lettres d'intérêt, etc., avec le montage financier. Je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect humain, il faut en être conscient. Ça veut dire du côté du repreneur, le respect de celui qui a bâti l'entreprise, qui est face à lui, qui a mis 30, 40, 50 ans de sa vie avec peut-être sa famille, des employés avec lesquels il a un attachement, puis qui va s'inquiéter de est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils vont garder leur emploi. Donc ça, je pense qu'il faut être conscient de ça, il faut en prendre la mesure. Puis en même temps, du côté du propriétaire dirigeant, c'est un petit peu ce qu'a nous a présenté Dominique, là. Ça arrive avec l'électrochoc, comme a dit Richard, c'est-à-dire qu'une nouvelle équipe de direction, une nouvelle vision. Il faut accepter que ce qu'on a déjà essayé 10, 20 fois, lui, il va arriver une énième fois avec cette même idée, mais il va la réussir. Donc, il ne faut pas l'empêcher de le faire. Alors, il faut trouver cet équilibre entre les deux individus. C'est pour ça qu'on parle d'un fit. Il faut qu'on se comprenne dans cet échange-là, des premiers échanges qui sont cruciaux. Merci, effectivement. J'aimerais rajouter, je suis tellement d'accord avec ça. Il faut que les gens ont le goût de travailler ensemble. C'est un mariage pour un certain temps. Ouais. Et le fit, pour moi, je dirais c'est la condition essentielle pour même avancer. Là, sinon, on n'y va pas, là, tout simplement. Ouais. Mais justement, à ce propos, Richard, Vincent mentionnait la balance de prix de vente. Alors, quand les régulations avancent bien, les discussions vont bon train, le fit humain est là. Et à un moment donné, on veut parler négociation financière, montage financier, et on parle de balance de prix de vente. Donc, est-ce que déjà tu peux nous expliquer c'est quoi une balance de prix de vente? Et dans ma deuxième partie de ma question, si jamais le cédant a une fermeture par rapport à la balance de prix de vente, quelles sont les alternatives qu'on peut trouver? Parce que est-ce que ça ne peut pas justement altérer ces relations qui étaient bien parties, puis dès que ça bloque un petit peu sur des négociations financières, est-ce que c'est pas ça qui pourrait compromettre un deal en bout de ligne? Oui, je vais répondre à cette portion de questions-là tout de suite. En fait, la balance de prix de vente a plusieurs avantages. Le premier, elle nous indique dans un premier temps qu'est-ce que pense le cédant de sa relève, de son acquéreur. Elle nous en lance un signal qu'elle y croit ou qu'elle n'y croit pas. Donc, la balance de prix de vente, c'est le premier, c'est le premier enjeu. Puis ça, souvent, on a beaucoup de plaisir là, à lancer des chiffres sur la table puis de voir un peu la réaction du cédant. Parce que les gens, qu'on le veuille ou non, le naturel prend le dessus. Et ça nous permet de voir exactement qu'est-ce qu'on en est. Donc, parce que le dirigeant, c'est la première personne ou la personne la mieux placée pour nous dire si on a une relève qui est solide. Même si notre cœur puis notre analyse, le feeling qu'on a quand on rencontre ces gens-là, on a besoin de la patte du cédant qui lui a bâti l'entreprise, qui en connaît sa culture, qui connaît tous ses côtés. Et ça nous indique. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, pour moi, c'est important. Évidemment, c'est une modalité de financement là, qui permet d'équilibrer cette transaction-là, qui permet souvent d'obtenir un financement un peu plus patient. Parce que souvent, ce que les banquiers demandent, c'est de marcher aujourd'hui. On demande une subrogation. En fait, on demande aux cédants d'être patients au remboursement. Parfois, on va mettre des formules de remboursement basées sur la performance de l'entreprise, le respect de certains ressources financiers, mais souvent, on va leur demander d'être un peu patients durant les premières années suivant le transfert pour aider cette relève-là. Puis généralement, quand il y a un bon fit là, entre les individus, qu'on sent qu'on fait une transaction avec des gens qui ont le goût de l'affaire, qui ont le goût que l'entreprise soit pérenne,
mais bon, ça va arriver. Les gens vont accepter de le faire. Puis souvent, on va même accélérer les remboursements aussitôt qu'on voit que la relève est bien assise, qu'elle est bien en selle, puis que la période de transition se passe comme prévu. Donc, ça, c'est comme ça qu'on regarde ça. Ça assure aussi une période de transition. Hein. Ça assure aussi aux cédants qu'il va avoir un œil sur cette période de transition-là. Il va y participer. Ça va aider, je dirais, à finaliser le transfert du leadership ou de la gestion de cette entreprise-là pour les prochaines années. Et justement, cette portion de balance de prix de vente, généralement, dans un montage financier, c'est 5, 10, 15, 20%, ou ça peut être aléatoire, et puis c'est en fonction du profil global du dossier de transfert qu'on va définir c'est quoi le meilleur pourcentage à consacrer à la balance de prix de vente? C'est pas nécessairement aléatoire, mais je vais vous revenir avec le prix payé. Hein. Tout est basé sur le prix payé. Plus c'est payé cher, plus la balance de prix de vente sera élevée. Généralement, c'est un lien direct. En moyenne, là, Charles, en moyenne, la balance de prix de vente et la mise de fonds de l'acquéreur va représenter, je dirais, une fourchette de 20 à 25% global ensemble. Ça ressemble beaucoup à ça. Tu sais. Ça fait que plus la mise de fonds de l'individu acquéreur sera faite, plus la balance de prix de vente sera un peu plus élevée, malgré qu'il y a beaucoup d'autres produits financiers aujourd'hui qu'on peut utiliser à l'intérieur d'un montage. C'est une question de risque. Hein? Quand on regarde l'ensemble du dossier, tu l'as bien mentionné dans ta question, c'est une question d'une vision 360 de cette transaction-là. Si on a beaucoup de points forts par rapport aux points faibles, on va être beaucoup plus libéral. C'est comme ça. C'est un lien direct. Là. Merci beaucoup. Jessica, dans un projet d'acquisition, on constate qu'il y a plusieurs aspects qui sont à considérer. C'est pas tous les jours qu'on achète une entreprise d'ailleurs. Donc, quelle est l'importance aujourd'hui de se faire accompagner? Je prolongerai même cette question pour Vincent, parce que, comment dire, comment connaître justement qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché pour se faire accompagner au niveau de sa reprise d'entreprise? Donc, je vais laisser la parole à Jessica. Oui, d'accord, bien merci. En fait, le premier élément qui me vient, c'est la diversité. En fait, un projet de transfert ou plus largement de repreneuriat, c'est un projet qui implique plusieurs enjeux. Donc, il y a des enjeux évidemment techniques là, qui sont liés légaux, fiscaux, financiers. Il y a des enjeux organisationnels dont Dominique a vraiment aussi bien parlé, donc entre autres sur la culture où il a mis beaucoup l'accent dans son témoignage. Il y a des enjeux sociaux au niveau des relations, on peut dire humains. Donc, il y a vraiment toute une diversité. Et on ajoute à ça ce que Vincent a parlé brièvement. On parle beaucoup de reprise externe, donc dans le langage de l'acquisition. Sur le terrain, il y a vraiment deux formes de repreneuriat différentes, qui est l'interne. Donc, lorsqu'on travaille dans une entreprise, puis on a l'ambition de devenir soit un actionnaire ou de la reprendre à part entière. Et il y a évidemment le familial. Donc, notre beau Québec est peuplé de PME familiales avec des transitions familiales. Donc, ajouter à la diversité des enjeux, les projets repreneuriaux sont très différents. Et donc, il y a une offre, en fait, qui est en émergence, qui était, disons, plus timide dans les derniers 10 ans, et là, qui est en émergence. Il y a des gens qui se spécialisent de manière générale sur le repreneuriat, le transfert. Il y en a d'autres qui vont aller plus sur leur X, dans des formes plus spécifiques, soit en lien avec un type d'enjeu ou en lien avec un type de reprise. Parce que ce n'est pas la même chose de reprendre une entreprise familiale. Puis je vais vous donner un exemple en fait majeur. On parle d'électrochoc. Chez nous, mon chum a repris une entreprise externe dont on n'avait aucun lien familial, aucun lien de rien, une belle PME manufacturière en Montérégie. Ça a été un électrochoc global, et pour l'entreprise, et pour la famille, et pour mon chum, sur tous les plans. Un peu à l'image de l'histoire de Dominique Brown. Donc, on entre du jour au lendemain comme un nouveau chef après la transaction. Donc, c'est un choc pour l'entreprise, c'est un choc pour le repreneur aussi qui se prépare. Et par contre, lorsqu'on est sur un type de projet où on a le temps de se préparer, puis Dominique n'en a pas parlé dans son témoignage aujourd'hui, mais il raconte souvent comment il a pris le temps de s'approprier
les lieux. Donc, il a fait je ne sais pas combien de fois la file pour avoir des crèmes glacées, puis etc. Donc, non, il ne maîtrisait peut-être pas très bien le domaine du chocolat, mais il a pris son temps pour s'approprier le modèle d'affaires, la culture et tout ça. Donc, choc, mais en même temps, il a eu le temps, dans son cas, de s'approprier puis de créer sa vision à partir de ça. Sur une reprise interne ou familiale, on va avoir de longues périodes parfois d'appropriation, de préparation, de formation, d'actualisation même des compétences entrepreneuriales à l'intérieur de ces années-là, de sorte que quand on arrive à coups des franches, autonomes, les deux mains sur le volant, bien on est plus prêt en fait. Donc, accompagner ce type de projet-là est différent que d'accompagner un repreneur qui reprend à l'externe où le dossier peut prendre parfois très rapidement 6 mois. Versus un dossier de 5 ans, même parfois 10 ans dans les reprises familiales. Alors, il y a des gens qui se spécialisent. Et moi, mon mot d'ordre, de grâce, allez chercher des gens qui sont formés et qui sont spécialisés de manière générale. En reprenariat, il y a la formation à l'Institut du leadership, une certification en transfert, et il y a des gens qui vont même se spécialiser spécifiquement, donc entre autres en reprise familiale. Si vous êtes en reprise familiale, allez chercher quelqu'un qui est bien formé en reprise familiale parce que les enjeux sont très différents. Donc, l'accompagnement est absolument nécessaire. Moi, je dis toujours que si on improvise dans la complexité du projet, on augmente profondément le risque là, qu'on n'aboutisse pas selon nos ambitions. Et j'ajouterais pour terminer un mot que Dominique a dit qui m'a vraiment marqué. Il a dit peut-être que c'était avant, dans notre conversation, avant le tournage, mais il a parlé de point de départ. Donc, tout est à propos du point de départ. Donc, est-ce que tu es un étudiant de 22 ans d'une école de gestion qui aspire à, ou est-ce que tu es un professionnel qui a 15 ans d'expérience, qui a 35 ans, qui a le goût, dans le fond, de reprendre? Est-ce que tu es en train d'envisager l'entreprise dans laquelle tu travailles? Est-ce que tu veux chercher à l'externe? Est-ce que tu es dans une famille puis tu es aspirant, en fait, pour reprendre? Donc, c'est quoi ton point de départ? Puis c'est là où on doit... Et c'est quoi les enjeux et les besoins que tu vis? Et donc, ton choix d'accompagnement va vraiment être plus adéquat, plus cohérent, en fait. Oui. En fait, vas-y. Non, vas-y, Vincent, j'ai réparé. OK, ben, je voulais juste dire, en fait, comme dans le livre, on a un chapitre là, sur l'accompagnement que Jessica a travaillé principalement, mais c'est de ne pas hésiter à choisir la bonne personne, donc de poser des questions sur les personnes qui s'offrent à vous, des consultants. Donc oui, il y a le conseiller du CETEC qui est là, est accessible, c'est une chose. Si on va vers des consultants, ben, ce consultant, c'est quoi son expérience, c'est quoi son vécu, qu'est-ce qu'il a déjà fait, puis comment il se positionne dans l'exercice de transfert, comment il va vraiment vous accompagner. Il faut faire ce choix-là. On a besoin de qui après à nos côtés? Donc, ça va être vraiment déterminant. Et il ne faut pas avoir trop de monde, mais il faut avoir les bonnes personnes. Évidemment, j'exclus un petit peu le conseiller du CETEC. Là, on a un mandat gouvernemental pour aider les gens et bien les aider à s'orienter dans la démarche. Mais si on va vers des consultants privés, et il y en a beaucoup, et de plus en plus, comme le disait Jessica, ben là, il faut questionner pour être sûr d'avoir la bonne personne à nos côtés. C'est quoi ses références? Il faut peut-être même appeler les chefs d'entreprise qui l'ont accompagné, vérifier comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il apporte vraiment, parce que ça va devenir un repère dans cet exercice avec le banquier, avec le notaire, avec évidemment le propriétaire dirigeant, etc. Donc vers qui on se tourne quand on doit en débattre, ça va être extrêmement important. Alors prenez le temps de bien le faire et surtout faites pas ça seul, comme ça a été bien dit plusieurs fois. Richard, tu voulais rajouter quelque chose, vas-y. Oui, je reviens sur un point de Jessica que je trouve important. Moi, je reçois beaucoup de téléphones, des gens qui me contactent, qui veulent acheter une entreprise, ils ne savent pas dans quel domaine, ils ne savent pas quel prix ils sont capables de payer ou quoi que ce soit. Le meilleur conseil que je peux vous donner, là, c'est faites une réflexion stratégique. Pensez-y, c'est qu'est-ce qui vous passionne, dans quoi vous avez des connaissances, qui sont les gens qui peuvent vous aider, entourez-vous d'une équipe aussi. Donc, les gens arrivent pas préparés, ils viennent s'asseoir en avant du banquier. Vraiment, là, tout le monde perd son temps et puis c'est vraiment pas les bons gestes à poser. Prenez le temps de réfléchir et venez chercher du conseil, par exemple, dans votre réflexion. Ça nous fait plaisir d'avoir des discussions puis d'analyser votre profil, de regarder un petit peu les possibilités aussi avec vous.
Donc, mais de demander est-ce que tu as une entreprise puis de leur demander qu'est-ce que tu veux acheter puis ils ne le savent pas, pour moi, là, c'est presque choquant à la limite. Oui, ben, en fait, ce qu'on vit souvent au CETEC, ce qui est assez amusant, c'est au retour au mois de janvier, les résolutions des gens qui se sont arrêtés quelques jours de vacances, qui ont peut-être bu un peu trop de champagne et mangé beaucoup de caviar, et tout d'un coup, la résolution, c'est « je vais être entrepreneur, donc je vais acheter une entreprise ». Et là, tout d'un coup, ils s'improvisent sur la base d'une résolution qui peut être bonne au départ, mais effectivement, il y a cette réflexion à faire, et je pense qu'on n'est pas en repreneur par hasard, donc il faut bien y réfléchir. Mais c'est assez amusant, au même titre qu'on a des propriétaires dirigeants qui, du jour au lendemain, vont appeler au CETEC. On a un outil qui s'appelle l'index, où les gens peuvent inscrire donc l'opportunité de vendre leur entreprise, qui appelle le mercredi ou le jeudi pour afficher l'entreprise et qui souhaitent, dès le lundi suivant, avoir des acheteurs. Ouais. C'est la même erreur. On ne fait pas tout ça par hasard. Il faut quand même un minimum de réflexion et de préparation. Et c'est là où le CETEC intervient beaucoup, dans cette préparation, challenger les candidats à la démarche autant d'achat que de vente. Mais c'est vrai qu'il y a un profil repreneur. De ce qu'on a vu avec Dominique, son profil de gestionnaire, d'entrepreneur, de personne qui est très ouverte pour s'entourer. Il y a des choses... Charles le sait d'autant plus que qui que ce soit au CETEC, là, on se doit de valider ces choses-là pour être sûr que quand ils vont se présenter devant toi, Richard, qu'ils soient un minimum bien préparés. Sinon, tout le monde perd son temps, comme tu l'as très bien dit. Là. Ouais. Et n'oublions pas, Dominique Brown, c'est un gestionnaire de calibre. Là, donc, c'est un très, très bon exemple, mais en même temps, c'est une personne qui s'élève au-dessus de la foule. Hein? Oui, exceptionnel. En termes de gestionnaire et de vision d'entreprise. Ouais. Je voulais rebondir sur un point que Jessica mentionnait. Tu parlais de choc justement dans l'entreprise que ton conjoint a repris. Vincent mentionnait aussi que les dirigeants au Québec avançaient un petit peu en âge. Il n'y a pas un risque aussi de choc générationnel entre la manière de fonctionner des personnes qui sont peut-être plus anciennes et la nouvelle génération qui pourrait reprendre une entreprise? Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de choc générationnel à ce niveau-là? Bien, en fait, la réalité est bien là. Elle est bien ancrée depuis plusieurs années. Donc, le risque n'est plus un risque, c'est une réalité. Donc, oui, à partir du moment où le repreneur ou l'équipe de repreneurs et l'équipe de cédant ou le cédant font de la cohabitation, de la co-gestion pendant un certain temps, nécessairement, il y a un choc de génération qui s'installe. Donc, et ça, il y a des super professionnels justement pour aider à atténuer les relations, à mieux gérer les paradoxes qui peuvent émerger. Donc, ça va de soi. En fait, à partir du moment où il y a une période de cohabitation, mais par contre, ça dépend beaucoup du style de repreneur aussi. Donc, on a, entre autres, en exemple de Dominique, un repreneur très aventurier, très risqué lui-même. Il s'est placé comme axé sur l'évolution, l'innovation. Là. Et il y a des éléments super importants pour favoriser le fit, justement, puis peut-être diminuer le choc générationnel, le fit dont Richard et Vincent parlaient. C'est le sentiment de compétence du repreneur. Donc, si on est face à un repreneur qui a beaucoup d'expérience, particulièrement entrepreneuriale, ou qui a vraiment un fort sentiment de compétence, arrimer à ça un rythme de croisière très rapide, donc qui veut que ça aille vite, vraiment, et qui se sent autonome et qui veut être autonome. Donc, il veut rapidement prendre le volant puis recréer, en fait, revaloriser l'entreprise. Et ça. Ce sont des éléments qui vont faire en sorte que, en fait, le rythme va augmenter ou en tout cas, la vague va augmenter entre les deux générations présentes. Et ça va faire des repreneurs qui vont pousser beaucoup sur le système pour dans le fond, être le plus autonome pleinement le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on voit dans les transitions qui sont plus lentes, donc en reprise interne ou en reprise familiale. Donc, c'est aussi important de valider ce fit-là au départ, même quand c'est une reprise interne, une reprise familiale, puis on aura le temps, en fait, de la cohabitation. Mais c'est cette dimension-là de rythme, d'autonomie et de sentiment de compétence va vraiment faire une différence dans comment on va vivre, en fait, le projet. Merci.
J'ai une dernière question avant de passer justement aux questions qu'on a pu recevoir des personnes qui nous ont envoyées. Justement, Jessica, une reprise d'entreprise, est-ce que ça s'arrête une fois que la transaction est effectuée, ou comment on gère la phase post-acquisition, post-reprise, qui est importante et qui peut être parfois négligée? Merci vraiment d'avoir parlé. Je pense que Vincent va être d'accord avec moi. Merci d'avoir posé cette question-là, parce que s'il y a quelque chose qu'on a voulu mettre en lumière dans le chantier Génération Repreneur avec Pierre, Louise et Vincent et tous les autres collaborateurs, en fait, qui font partie du projet de ce livre blanc-là, c'est que le repreneuriat ne s'arrête pas après la transaction et surtout pas après la transaction. Donc, on peut voir la phase de post-reprise un peu comme les 5 premières années de démarrage. Quand on parle de démarrage d'entreprise, comment on en parle, c'est fragile, c'est vulnérable. Richard en a parlé, c'est un choc. Donc, nécessairement, il y a tout un système d'endettement aussi pour l'entreprise et pour le repreneur aussi, le nouveau chef. Donc, on peut même penser entre 1 et 3 ans, parfois 5 ans, cette phase-là. Et c'est à ce moment-là où le repreneur actualise sa vision. Donc, il va faire ce qu'on appelle un renouvellement stratégique, il va travailler la culture, il va mettre la maison à son image, en fait. Donc, il va travailler fort dans ça et ajouter à ça quand même une fragilité financière que le projet, que le choc implique sur l'entreprise. Donc, c'est une période et on a... si on veut, un peu mêler tout ça. Donc, on les appelle parce qu'une fois que la transaction est faite, on dit c'est un entrepreneur, c'est un nouveau chef. Mais pour avoir assisté beaucoup de groupes d'entrepreneurs, si tu assois un entrepreneur-chef, ça fait 10-15 ans qu'il est à la tête de son entreprise, puis à côté de lui, il y a un repreneur, il vient de reprendre depuis 2 ans, il ne parle pas le même langage. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes compétences, c'est pas la même réalité. Et moi, je l'ai entendu souvent à l'école d'entrepreneurship, ceux qui étaient dans ce processus-là de post-reprise. Donc, on doit au Québec mettre la lumière sur ça et accompagner vraiment ces gens-là en post-reprise jusqu'à temps que l'autonomie, que la restabilisation soit faite, puis que là, on lance vraiment le projet de croissance et puis que ce soit sécurisé, si on veut. Mais ces fameuses 0,5 ans là, de post-reprise sont vraiment importants. Et ça fait partie de la façon dont on présente le projet repreneurial dans Génération Repreneur. Et si tu le permets, Charles, c'est que avec ce que présente Jessica, quand on parle de culture repreneuriale, ben c'est ça. On a beaucoup de choses à faire en amont sur reprendre, c'est aussi entreprendre. Donc, les opportunités. Il y a l'accompagnement, être bien accompagné, bien comprendre tous les enjeux, comme on a dit depuis le début de cette rencontre. Mais ce qu'elle vient de toucher, c'est que c'est la fin de cette culture repreneuriale-là. Ça se termine pas comme ça. Donc, vas-y, mon homme, t'as repris l'entreprise, laisse-toi aller, c'est facile. Non, évidemment, on a encore à développer dans notre culture au niveau de l'écosystème, cet accompagnement repreneurial-là, dans cette phase de post-reprise. Si on prend le mandat du CETEC, on n'a pas le mandat d'accompagner au-delà de cette rencontre, de cet échange qui s'est consacré par un transfert réussi, mais il y a bon nombre d'acteurs qui sont dans l'écosystème pour aider les propriétaires dirigeants, les nouveaux chefs à prendre leur entreprise en main. Et la culture repreneuriale sera établie au Québec dès lors qu'on aura tout ce portrait-là avec un certain nombre d'acteurs et évidemment des compétences établies pour dire on aura réussi notre implantation de culture repreneuriale au Québec. Donc il reste encore beaucoup de chemin à faire. On en parle aujourd'hui, on attire l'attention, le secteur privé est en train de s'équiper, de s'organiser, mais il reste cette phase-là qui a été négligée pendant longtemps, qui est un petit peu plus connue dans le secteur de la relève familiale, évidemment, mais pour la reprise externe, il y a encore beaucoup de choses à travailler, là, à mettre en place. Ouais. Et si tu permets, Charles, nous, dans notre démarche chez Desjardins, justement, on a ajouté ce bloc-là. On l'appelle nous transition vers une nouvelle vie. Hein. C'est ça, hein, les premières années, suivant le transfert, la relève n'a pas de maîtrise de son environnement. Hein. Jusqu'à la transaction, c'était un plan. Hein, et à partir de là, on embarque dans l'exécution. Et c'est là vraiment que les qualités humaines et les qualités de gestionnaire vont vraiment ressortir. Hein. Il faut les accompagner, les relèves, parce qu'ils ont besoin d'aide. S'assurer que ça se passe comme prévu. Souvent, nous, on va utiliser le terme de mailler ces gens-là avec des gens de notre réseau pour venir les aider, pour s'assurer que ça se passe bien. Pas les laisser seuls, parce qu'un entrepreneur assis
dans sa chaise, il devient un peu solitaire, hein, même s'il est autour d'une équipe, c'est lui qui prend les décisions. Donc, il y a une solitude qui s'installe, donc il y a une période d'adaptation pour ça. Et nous, chez Desjardins, on trouve que c'est très, très important là, de les accompagner durant cette période-là également. Oui, c'est vrai. En fait, ce que j'observe, c'est effectivement le rôle des financiers très important à cette phase-là. Mentor, toutes les techniques de parrainage, en fait, puis bien évidemment, ceux qui font du coaching d'affaires ou qui se disent coaching exécutif. Donc, moi, en fait, j'appelle à ces gens-là à se spécialiser davantage sur cette phase-là, en fait, pour mieux accompagner les dimensions plus entrepreneuriales, plus affaires, en fait, qu'un repreneur qui vient de reprendre, qui est autonome, peut vivre en termes d'enjeux. Donc, c'est des super beaux créneaux d'accompagnement, puis on a besoin d'un peu plus au Québec, en fait. Merci beaucoup. Alors, on a reçu quelques questions. Alors, une qui, je pense, est plutôt destinée à Richard. On nous demande généralement quelle est la durée d'un financement quand on reprend une entreprise. Est-ce que c'est 3, 5, 7 ans, 10 ans? Est-ce qu'il y a une moyenne souvent? Je dirais qu'il faut séparer le financement s'il y a des actifs ou non. S'il y a des actifs, par exemple, un terrain, une bâtisse, exemple, une entreprise manufacturière qui dispose d'une usine et d'un terrain, ça peut aller jusqu'à 20 ans sur un financement comme celui-là. Un financement qu'on appelle cash flow, là, vraiment dans le vide, là, aujourd'hui, je dirais que c'est 7-8 ans la moyenne. De plus en plus, c'est pas mal ça au niveau du marché. Ok, merci beaucoup. On avait une deuxième question, alors c'est vrai, qui me semble justifiée, c'est que le marché de l'acquisition d'entreprise, c'est un marché qui est assez opaque. On ne sait pas forcément où trouver les opportunités. C'est toujours aussi risqué pour un cédant de s'afficher comme vendeur quand on a des employés, des clients, des fournisseurs. Alors, je pense que peut-être plus Vincent qui sera à même de répondre à cette question. Où est-ce qu'on peut trouver ces opportunités d'affaires ? C'est vrai que le marché se structure, mais le CETEC a commencé il y a déjà pas mal de temps, donc on a mis en place cet outil de l'index, comme je disais tout à l'heure. Donc les gens viennent s'inscrire et donc viennent s'afficher après une période de validation avec les conseillers du CETEC, autant en tant que repreneur qu'en tant que cédant. Évidemment, le marché privé, il y a des courtiers. Évidemment, il y a des courtiers dédiés maintenant de plus en plus à la vente d'entreprises. Je dis bien des courtiers en entreprise, donc pas des courtiers immobiliers qui essayent de vendre des entreprises, parce que là c'est un petit peu différent. J'ai rien contre eux, mais c'est pas la même démarche du tout. Donc là, à ce moment-là, on achète juste une bâtisse, on achète juste un terrain, ça n'a rien à voir. Mais des courtiers d'entreprise, il en existe. Et puis on voit aussi tranquillement les grandes instances, que ce soit Desjardins qui est avec nous aujourd'hui avec Richard, ou comme Raymond Chabot, ou d'autres organisations assez bien établies qui, pour leurs clients, ont un petit peu plus établi des façons de retrouver pour leurs propres clients des opportunités ou s'assurer qu'on peut leur présenter peut-être des opportunités. Donc, il faut en fait se manifester auprès d'un certain nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs du privé ou ceux du CETEC ou d'autres organismes qui essayent de se positionner sur le repreneuriat, mais il faut établir cette relation d'affaires, faire mentionner, au-delà de s'afficher, mentionner son intérêt évidemment à la reprise d'entreprise, en parler dans son cercle d'affaires au sens large, et puis effectivement on peut être surpris que c'est notre banquier qui a la solution, ou c'est notre comptable, ou c'est peut-être notre avocat. Les avocats sont peut-être un petit peu moins dans la structuration, visiblement, de ce qu'on voit ces temps-ci, mais ça pourrait arriver. Donc, il y a beaucoup de pistes qui se mettent en place, mais le marché n'est pas transparent. Donc, le mandat du CETEC, et j'essaye de convaincre l'ensemble de nos partenaires régulièrement à rendre ce marché plus transparent. Parce que ce marché caché, c'est un petit peu comme l'histoire des maisons. Hein. Il y a celles qui s'affichent, puis on se balade dans une rue, puis on se rend compte qu'il y a des maisons qui sont à vendre, qui sont affichées nulle part. Bon, c'est vrai qu'il y a un marché caché qui est peut-être plus important que le marché réel. Alors pour y arriver, il faut montrer patte blanche au sens de s'inscrire, de faire une démarche officielle, d'en parler dans son cercle d'affaires. Et à ce moment-là, on apprend beaucoup d'opportunités qui sont disponibles. Évidemment, après, il faut que ça nous corresponde. Et surtout, il faut que de l'autre côté, le propriétaire dirigeant, et c'est ce qu'on voit au CETEC, soit d'accord pour recevoir la demande du repreneur. Et là, évidemment, cette première rencontre, ce premier maillage que nous, on souhaite, n'est pas toujours valable de l'autre côté. Alors là, évidemment, ça peut amener des frustrations. Et il faut répéter cette démarche-là. Il faut un certain niveau de patience pour trouver
ce qu'on recherche le plus, là, cette entreprise de rêve, là, évidemment. Merci Vincent. Charles, oui, je t'en prie, Jessica. Est-ce que j'ai le temps d'ajouter bien sûr, je t'en prie. Quelque chose, peut-être une note plus d'espoir philosophique, pardonnez-moi, c'est dans moi. Mais enfin, on a souvent parlé que reprendre, c'est entreprendre. C'est que, en fin de compte, est-ce que c'est différent? Ça ne l'est pas, en fait, c'est complètement implicite. Et moi, j'ai tendance à penser qu'on est sur un coup de choc, en fait, pour la prochaine décennie, de par le portrait que Vincent a brossé au départ. C'est-à-dire il faut répondre. Actuellement, la démographie le dit, il y a un grand bassin d'opportunités qui arrive, donc il faut répondre à ces maillages-là. C'est comme si c'était une décennie sacrifice à mes yeux. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment donné à comprendre que lorsqu'on crée et on bâtit une entreprise, normalement, on la prépare pour le prochain cycle de vie. Donc, on pourrait penser qu'on aura une culture de création de start-up qui va être un peu plus près des cycles de pérennité, puis qui vont se préparer un peu d'avance et qui vont être un peu plus transparents. Donc, évidemment, pour la reprise externe, parce que si tu n'as pas de réseau puis tu cherches une entreprise, bien, culturellement, ça doit être plus transparent. Mais même pour les reprises familiales, il y a des chefs d'entreprises familiales qui se préparent beaucoup trop tard. Oui. Donc, c'est comme si on allait voir, selon moi, un renversement, peut-être pas dans la prochaine décennie, mais certainement dans les prochaines années, à ce que cette philosophie de pérennité-là soit à l'avantage d'un marché plus transparent, d'une facilité, en fait, pour ceux qui ont l'ambition de reprendre, que ça se passe un peu plus facilement, parce que c'est pas plus facile de reprendre une PME familiale. Eh ben, c'est justement la question que j'avais pour toi. C'est une question qu'on avait. Est-ce que c'est plus facile de reprendre une entreprise familiale qu'une reprise externe, justement ? Je dirais que non, mais enfin je dirais que non. C'est pas blanc ou noir, je dirais, mais non, on pense que c'est plus facile, mais émotionnellement c'est peut-être plus complexe finalement. C'est définitivement plus complexe. Et c'est d'ailleurs la raison, moi je viens d'une famille en affaires de 3e génération avec un très grand portfolio de PME. Et j'en ai choisi en fait ma vocation professionnelle parce que c'est complexe, parce que c'est profondément humain, émotif, relationnel. Il y a un système en fait qui est opposé. Quand on parle d'entreprise familiale, c'est deux systèmes à la base, complexes et opposés. Donc, c'est pas plus facile, c'est certainement plus complexe et différent. En fait, c'est un processus on doit absolument adresser la dynamique familiale puis comprendre comment travailler avec la dynamique familiale dans un contexte de reprise. Ce qu'on ne retrouvera pas ou différemment, en tout cas, dans un contexte interne ou dans un contexte de reprise externe. Mais je vais me limiter là. Il y a tout un univers, en fait, autour de l'entrepreneuriat familial. Puis, au Québec, on y arrive là, avec une meilleure compréhension. Il y a des super choses qui sont faites par Famille en affaires HEC. Évidemment, Louise Cadieux, QTA, qui est notre chercheur à Laval, sur le terrain. Il y a vraiment de plus en plus de dispositifs en fait, qui nous aident à faire transiter ce gros bassin de PME et d'entreprises familiales vers la prochaine génération. Merci beaucoup Jessica. On avait également une question, alors on a parlé en début d'entretien de certaines formations qui vont exister et puis une personne nous demande justement est-ce qu'il existe des formations aujourd'hui pour un repreneur afin de mieux se familiariser avec le processus d'un transfert d'entreprise ? On en a parlé tout à l'heure, il y a la formation Succès Relève là, qui est offerte par le CETEC, qui va être disponible en ligne dans quelques semaines. On travaille là-dessus, mais puis donc la pandémie nous a un petit peu ralenti dans la dernière année à cet effet, mais on va s'ajuster. Mais autrement, comme le disait Jessica, à Sherbrooke, elle-même est professeure, donc ça c'est nouveau. Louise Cadieux à l'UQTR, les HEC offrent des formations, même chose à Laval avec Marie-Pierre Tremblay. Mais il y a aussi maintenant les commissions scolaires qui, dans les écoles de métiers ou services aux entreprises, vont offrir une formation lancement d'une entreprise plus acquisition d'entreprise dans des sphères de métiers, donc boulangerie, mécanicien, etc., où on explique qu'on peut être son propre chef d'entreprise et qu'il y a une option de reprise d'entreprise. Donc, tranquillement, effectivement, on voit ça un petit peu partout, des formations. Il faut chercher, je ne dis pas que c'est facile à trouver là, si on accepte les universités où c'est un petit peu plus affiché. Les commissions scolaires, ça commence à prendre un peu plus forme. On y contribue, le CETEC y contribue dans des projets pilotes, mais effectivement, on souhaite que ce soit le plus partagé possible comme option, comme bonne compréhension. Comme l'a dit Jessica tout à l'heure, ce qu'on souhaite, c'est que les futures générations intègrent cette
cette notion de reprise d'entreprise le plus tôt possible dans leur mandat de chef d'entreprise qu'ils seront, pour qu'ils préparent la relève le plus tôt possible. Donc ça commence par, il faut revenir en arrière, il faut revenir à l'école, il faut l'inculquer, il faut en parler le plus tôt possible, démystifier. Quand on fait des tests au niveau universitaire, Jessica en parlait tout à l'heure, quand on dit le mot repreneuriat, la plupart des gens se sont inscrits sans trop comprendre ce que c'est. Ils viennent chercher, ils viennent apprendre. Donc on part de loin là. On a un peu notre bâton de pèlerin, Richard, Jessica et moi et bien d'autres. Et je pense qu'on aime ça. Heureusement, on aime ça. Mais c'est vrai qu'il y en a, quand on parle de culture repreneuriale, ça prend 10 à 20 ans. Donc faut accepter qu'il faut de la sensibilisation, comme on fait aujourd'hui, des activités de formation à plusieurs niveaux, accessibles à plusieurs personnes, jusqu'à l'école Entrepreneurship de Beauce, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs acteurs qui offrent ça. Le CETEC a sa propre académie du repreneuriat. On essaye de structurer les choses, mais on ne fera pas tout au CETEC. Il faut que ce soit faut diffuser, il faut partager pour que ce soit compris de tous. J'ai peut-être une dernière question, il reste très peu de temps, mais une question qui nous a été posée, c'est justement cette période de transition entre un acquéreur et un cédant. C'est quoi la période idéale pour cette transition? Puis comment, pour un acquéreur, prendre sa place dans une entreprise lorsque le cédant est encore dans l'entreprise? Je ne sais pas si Jessica, Richard, qui veut répondre? Non, je peux y aller. Oui. Ça dépend, encore une fois, du profil des individus. Ça commence par là. Dominique Brown l'a bien expliqué. Un bâtisseur va vouloir être rapidement, être aux commandes et prendre des décisions, alors qu'un profil plus opérateur, ça prendra plus de temps. C'est souvent le cas. Donc, c'est le profil, mais on voit souvent 18 à 24 mois. Okay. Je dirais que c'est pas mal, moi, la période que je vois la plus souvent remarquée, là, finalement. Vous êtes d'accord? Moi, je répète toujours que l'importance, puis ça revient au côté humain dont on a parlé aussi dans la discussion, mais l'importance, c'est définitivement de prendre soin de la relation entre le cédant et peu importe, entre l'équipe cédant, que l'équipe cédant soit tes parents ou qu'ils soient complètement étrangers, c'est de prendre soin de cette relation-là. Parce que ce qui est le plus important, c'est la transmission des savoirs et on ne peut pas voler ce que quelqu'un a dans sa tête. Donc, ça prend une relation extrêmement saine pour que le courant passe et qu'il y ait vraiment une réelle transition. Parce qu'aussitôt que la relation, ça coupe et là, ça peut en fait amener le repreneur dans des risques, des informations stratégiques qu'il n'y a pas, etc. Donc, nourrir cette relation-là. Après, le temps, ça dépend réellement des projets. Mais je dirais, le pire scénario, c'est de ne pas avoir cette période de transition-là. Puis, pour ce qui est de la légitimité du repreneur, asseoir sa crédibilité, son leadership, là, ça se résume en un mot, écouter. Observer, écouter le plus longtemps possible avant de vouloir mettre en action tout ce qu'il a cogité dans sa tête de bâtisseur. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour votre participation, merci pour votre temps, merci pour vos précieux conseils, en espérant que votre optimisme concernant le reprenariat soit contagieux pour l'ensemble des personnes qui nous ont regardés aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et puis on souhaite à l'ensemble des participants une bonne continuité sur cet événement. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Bye bye. Bye bye. Merci Charles. Merci. L'entrepreneur est souvent pris dans son projet d'entreprise, ce qui est tout à fait normal, mais en profitant de nos services, de notre accompagnement, il a aussi accès à tous ces réseaux qui vont l'aider à se propulser. J'avais besoin qu'on ouvre le carnet d'adresses. J'avais besoin d'avoir des contacts et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas juste un accompagnement financier, c'est un accompagnement humain aussi qu'on reçoit avec PME Montréal. Ça apporte non seulement un soutien au niveau technique, mais un support moral aussi. Les entrepreneurs centres, on est là avec notre cœur. Donc, on est là pour les bonnes raisons et c'est ça qui fait la différence. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Depuis quelques mois, le volume de transactions en ligne a bondi de façon anormale et plusieurs dirigeantes et dirigeants se demandent comment faire pour en profiter au maximum. Voici les calculs à faire avant d'y aller all-in dans le commerce en ligne.
La question que beaucoup d'employeurs posent à leur CPA. Est-ce que j'ai besoin encore d'autant d'espace de bureau? Avant de déchirer votre bail, faites les calculs suivants.